Bonjour et bienvenue dans Au cœur de l'art, des conversations sincères, toniques et joyeuses à deux ou plus qui stimuleront votre créativité et vous donneront envie de mettre plus d'art dans votre vie. Avec moi, Gwenaëlle Perron. Et moi, Sabina Pinzan. Et nous sommes toutes les deux des artistes basés en Bretagne. Alors, on a choisi de parler cette semaine d'un sujet peut-être un peu délicat, qu'on aura peut-être du mal à bien cerner. On a choisi de parler de ce qu'on met de soi sur la toile, dans notre travail. Oui, c'est un sujet qui n'est pas facile. Non. Et c'est vrai que dernièrement, j'ai parlé avec différents artistes et je leur ai posé la question, parce que je me suis dit, tiens, en préparation pour cet épisode, je vais recueillir quelques idées. Ouais. Et j'ai trouvé que les artistes avaient du mal à répondre à cette question. Ah oui. Oui, tout à fait. Ah donc oui. Voilà, c'est pour ça qu'on on va essayer de déblayer au moins un petit peu le sujet et puis on va voir si on s'en sort ou pas. Mm-hmm. Alors moi, en réfléchissant à ça, je me suis dit que chaque artiste a sa personnalité, bien sûr, son expérience, son vécu, ses techniques de prédilection, ses couleurs. Et tout ça, ça contribue à créer un style. Et le style est reconnaissable sur le travail de peinture, par exemple. Alors, on parle beaucoup de peinture parce que c'est le domaine qu'on connaît le plus, mais évidemment, c'est des choses qui peuvent se voir aussi dans d'autres domaines artistiques. Mais pour moi, le style, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg. C'est ce qu'on reconnaît de l'artiste, sa patte en quelque sorte. Et sous ce style, eh bien, il y a tout ce qui tisse le travail de l'artiste, en fait, tout ce qui lui permet de s'exprimer, et c'est des choses qui viennent de beaucoup plus loin et qui sont beaucoup plus profondes. Et donc, moi, j'avais envie de parler de trois éléments, en fait, que j'ai distingués à ce sujet. D'une part, la liberté, ensuite l'ancrage et l'osmose. Et je mets la liberté en premier parce que je pense que le degré de liberté qu'on s'accorde en tant qu'artiste, c'est déterminant dans ce qu'on va faire comme travail, en fait. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sabina. Oui, tout à fait. La liberté est très importante parce que c'est vrai que dans la création, on réfléchit à ce qu'on veut faire, mais en même temps, c'est rare qu'on ne pense pas aussi à comment le travail va être reçu. Ouais. Et il y a aussi notre éducation qui vient, notre environnement qui va un peu influencer la direction qu'on va prendre. Ouais. Voilà. Et oui, et je pense que ça, c'est vraiment une question qu'on doit se poser en tant qu'artiste, c'est quel degré de liberté je m'accorde, en fait, parce que c'est vraiment pas facile, et surtout quand on commence, parce qu'évidemment, on n'a pas derrière soi l'expérience qui permet de nous soutenir dans notre démarche, on n'est pas encore vraiment sûr de soi, surtout si on démarre en milieu de vie, par exemple. Et du coup, on est forcément influençable, on est forcément soumis à l'envie de faire quelque chose qui plaît, quelque chose qui soit beau. Et donc tout ça, ça peut inhiber le degré de liberté qu'on s'accorde. Et je pense que c'est une question sur laquelle il faut revenir très régulièrement parce que en fait, ça avance palier par palier, quoi. Au début, on s'accorde peut-être pas beaucoup de liberté, et puis on prend de l'assurance. On s'en donne un peu plus et un peu plus. Et y a tout un tas d'exercices qu'on peut faire pour justement débloquer ce genre d'inhibition qu'on peut avoir par rapport aux couleurs, par rapport à l'idée de faire du moche. Je sais qu'il y a des profs, des gens qui proposent des cours de peinture qui spécifiquement demandent à leurs élèves de faire du moche, de faire des choses vraiment atroces. Parce que comme ça enlève cette barrière-là. Et ce qui est surprenant, c'est que quand on s'autorise à faire du moche, eh bien souvent, on arrive à trouver du beau dans le moche. Voilà, c'est ça. Ouais. Et est-ce que tu as un travail, toi, là-dessus, par rapport à la liberté que tu t'accordes ? Est-ce que tu as le sentiment d'avoir progressé ? Au niveau de la liberté, oui, et je pense que c'est quelque chose sur lequel je continue de travailler parce que je pense que comme j'ai commencé assez tard, en fait, dans la peinture, comme tu disais, j'emmène un bagage avec moi où peut-être au début, je me souciais un peu trop de ce qu'allaient penser les autres.
J'avais même la voix de ma mère, la voix de mon père qui me terrible. disait non, il faut surtout pas faire ça, mais quelle couleur, c'est horrible la couleur que tu as choisie, tu peux pas représenter une fleur de cette manière. Donc voilà, il y a un peu de ça, et puis après on cherche son style, et en le cherchant, on se dit oui, mais on peut utiliser le travail d'autres, on peut s'inspirer du travail d'autres artistes. Et puis il y a certains artistes qui vont être plus proches du réalisme, on va dire, et on se dit c'est quand même bien exécuté, voilà. Et dès qu'on s'éloigne un peu du réalisme, on va plus vers l'abstraction. Là on se demande jusqu'où je peux aller sans que ça devienne ridicule, sans que ça devienne inacceptable. Donc voilà, on joue là-dedans, et comme moi je suis entre ces deux mondes-là, c'est vrai que c'est un questionnement que j'ai constamment dans mon travail. Oui, je pense qu'on ne peut pas oublier cet élément-là, quoi. Et toi, tu le vis comment, alors, cette liberté ? Alors, moi, je ne me suis jamais trop souciée de la manière dont les autres allaient prendre ce que je faisais, en fait. C'est c'est étonnant, c'est étonnant. Mais c'est vrai que c'est pas dans mon esprit au moment où je crée. Alors, ça va peut-être le devenir quand je vais accrocher une toile, exposer mon travail, mais au moment où je crée, c'est vraiment entre la toile et moi, et du coup, je me préoccupe pas trop de l'opinion des autres, mais je peux être inhibée par un manque de technique, par exemple. Je peux être inhibée par une difficulté à manier certaines couleurs, tu vois. Les verts, par exemple, c'est des couleurs qui sont pas évidentes à utiliser, donc si tu t'autorises pas à tester, par exemple, les verts, la manière dont tu peux les agencer, les créer, à t'obliger à faire des choses avec ces couleurs, assez facilement, tu vas les mettre de côté, et puis tu vas pas les utiliser, et puis quelque part, ça restreint ta liberté, parce que tu fais pas appel à cette palette-là, et c'est un peu dommage, en fin de compte. Donc, ça va être plus dans ce genre de choses-là. Oui, c'est ça va être plus un blocage au niveau technique, pour moi un manque de m'obliger à dépasser certaines choses, quoi, à me dire allez, j'essaye ça, tant pis, on verra bien. Et c'est plus ça que l'opinion des autres qui peut m'arrêter, en fait. Après, je pense aussi la liberté, peut-être elle vient des fois se heurter à l'intention initiale qu'on peut avoir. C'est-à-dire que si dans notre démarche, on a envie de exprimer quelque chose de spécifique, on va l'exprimer d'une certaine manière, mais du coup, comme on souhaite la partager, on a envie qu'elle soit bien reçue, on est obligé de penser comment elle va être reçue. Et donc, ça limite un peu notre liberté. Parce que si c'était que pour nous, on le ferait d'une certaine manière, mais à partir du moment où on fait quelque chose, où on veut que ça soit transmissible à d'autres personnes, il faut réfléchir à comment ça va être reçu, et donc ça va venir influencer. Et donc, la liberté va être peut-être un peu chahutée par ça. Voilà, c'est ça. Ouais, moi, je sais pas. Pour moi, la réponse n'est pas claire sur est-ce qu'on doit se préoccuper de la manière dont ça va être reçu. Je suis pas certaine que l'artiste doive se préoccuper de ça, en fin de compte. C'est pas forcément... pour moi, c'est pas dans mes préoccupations. C'est pas ça. Alors, c'est peut-être parce que je fais pas non plus des choses qui sont très... qui vont devenir problématiques, ou qui vont susciter des polémiques ou des choses comme ça. Peut-être que si j'avais un travail beaucoup plus engagé politiquement ou socialement, je pense par exemple à des artistes qui travaillent sur les violences faites aux femmes et qui vont avoir quelque chose de beaucoup plus fort, et qui là va évidemment générer des oppositions et des choses comme ça, forcément... tu te poses peut-être la question de savoir si effectivement tu peux dire ça. Après, quand tu fais des paysages ou des choses comme ça, il y a beaucoup moins d'enjeux, donc tu te poses pas forcément la question. Et puis après, je pense aussi l'autre chose qui va venir influencer un peu, c'est est-ce que tu vis de ton art ou pas. À partir du moment où tu peins pour pouvoir vendre tes peintures et vivre de ce travail, tu sais que tu dois trouver ton public, et une fois que tu l'as trouvé, tu es obligé de continuer à fournir un certain travail. Ça, c'est quelque chose qui est un danger pour tous les créateurs et tous les artistes, en fait. C'est de s'enfermer dans un système de fonctionnement et de création qui te conduit à faire tout le temps la même chose, en fait. Et ça, c'est vrai qu'on voit quelquefois des artistes
qui vont vers ça. Alors quelquefois c'est délibéré, quelquefois pas, peut-être, j'en sais rien. On n'a pas interrogé de gens là-dessus. Moi je pense à autre chose qui peut entraver ta liberté, ça peut être la vie de famille, la vie relationnelle, ce qui occupe ton temps à côté, ou la manière dont ta famille prend ton activité. En fin de compte, si tu as des enfants qui sont jeunes, ils vont te solliciter, surtout si tu es une femme, peut-être facilement. Donc il faut aussi apprendre à protéger son territoire, à faire respecter auprès des autres le temps qu'on a envie de passer à ça, et fermer la porte de l'atelier et dire là j'y suis pour personne, quoi. Ouais. Et je pense que ça peut être difficile parfois, oui, c'est vrai, d'imposer ça aux autres, parce qu'on a, surtout, je pense surtout les femmes, une forme de culpabilité de ne pas être disponible pour son conjoint, pour ses enfants, pour ses parents vieillissants, pour son chien, pour son chat. Oui, il y a ça. Et puis, je pense aussi qu'il faut avoir pas mal de confiance en soi aussi pour s'autoriser la liberté. C'est-à-dire que si on sait qu'on aura du mal à recevoir des critiques, ça va forcément entraver notre travail, tu vois, ça va être... et donc, il faut, en même temps qu'on travaille sur sa liberté, il faut aussi travailler sur la confiance en soi et sa capacité à accepter que ce qu'on fait ne va pas forcément plaire à tout le monde. Exactement, voilà. Parce qu'en fait, quand on revendique sa liberté, y a toujours des gens que ça froisse et que ça dérange, voilà. Parce qu'on n'est plus disponible, on ne fait plus exactement ce que les autres attendaient de nous, et plus on est libre, et plus il y a des gens qui ne sont pas contents, quoi. Donc il faut apprendre à accepter ça et à le supporter, quoi, sachant que la manière dont les autres réagissent leur appartient, et que nous, on a le droit de faire ce qu'on veut, et la manière dont eux réagissent, c'est quelque chose dont ils sont responsables. Nous, on n'est pas responsables de ça, quoi. Et c'est vrai, ce que tu disais par rapport à la critique et tout ça, c'est parfois difficile aussi pour certaines personnes, je pense surtout quand on débute, de bien faire la part des choses entre la personne qu'on est et ce qu'on crée, de manière à ce que la critique soit supportable, c'est-à-dire que la personne qui n'aime pas ton tableau, c'est pas qu'elle t'aime pas toi, c'est qu'elle aime pas ce que tu as fait à ce moment-là, ça résonne pas chez elle, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut apprendre à accepter, à gérer, parce que c'est pas facile, hein. C'est pas facile, et parfois tu as des gens qui se gênent pas pour te dire que ce que tu fais, c'est de la merde, quoi. Voilà. Tout simplement, avec beaucoup de diplomatie. Et parfois pas. Parfois pas. C'était un peu ironique. Donc la deuxième catégorie que j'ai trouvée par rapport à ce qu'on met de soi sur la toile, c'est l'ancrage, en fait. Et par ancrage, je veux dire d'où on vient, qui on est, quelle est notre nationalité, dans quel pays on a grandi, à quelle culture dans laquelle culture on a baigné, comment était vu l'art et la création dans la famille dans laquelle on était, par exemple, quelle a été notre trajectoire professionnelle, enfin toutes ces choses-là, quel territoire on a habité, quel paysage on a vu. Voilà, et je pense que ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément d'emblée visible sur la toile, mais qui contribue aussi à nous construire en tant qu'artiste. Oui. Ça me fait penser, j'ai rencontré une artiste récemment qui fait des peintures abstraites avec un style un peu asiatique, comme ça. Et c'est la première réaction que j'ai eue en voyant son travail, qui est vraiment magnifique. Et elle m'a dit, en fait, oui, tu as raison, mais moi, j'ai pris conscience de ça il y a juste pas longtemps. Et en fait, elle m'a dit, j'ai grandi, elle a grandi en France, mais elle m'a dit que ses parents et ses grands-parents avaient beaucoup d'objets. Ils avaient voyagé en Chine, et ils avaient ramené énormément d'objets à la maison. Et donc, elle a grandi dans une maison où il y avait beaucoup d'objets qui venaient de Chine. Et ils faisaient partie du décor. Et donc, elle a été un peu influencée par la calligraphie chinoise, par ce style un peu particulier. Et c'est vrai que quand on regarde ces tableaux, on reconnaît un peu ça.
Et elle n'en avait pas pris conscience. Elle a peint, enfin, ça fait des années qu'elle peint, mais c'est juste il n'y a pas longtemps qu'elle a réalisé que en fait, ça venait de son enfance. Ça a infusé en elle, tout doucement. Voilà, c'est intéressant ça. Oui, c'est étonnant. Hein, c'est étonnant. Ouais. Et là, tu vois, ce mois-ci, dans le groupe Art System que j'ai sur Facebook, on travaille sur la notion de wabi-sabi. Oui. Qui est une notion d'esthétique japonaise qui fait à la fois appel à la simplicité, la beauté dans la simplicité et au passage du temps. C'est deux notions un peu mélangées, mais c'est très japonais, quoi, en fin de compte. Les Japonais ont du mal à le définir, et nous, occidentaux, on a du mal à s'approprier ça, en fait. Ça fait pas partie de notre culture, tu vois. Ouais. Et donc, c'est intéressant de voir comment les personnes qui font partie du groupe essaye de se glisser dans cette notion et de la transcrire, en fait. C'est vraiment c'est particulier, et c'est là que tu vois que voilà, il y a des codes qu'on a et puis d'autres qu'on n'a pas. Alors on peut y être sensible intellectuellement, mais avant que ça se traduise dans le travail, il va falloir que ça infuse beaucoup, en fait. Il va falloir s'exposer peut-être à un environnement différent. Et donc, je pense que l'ancrage, si t'es une femme, si t'es un homme, c'est pas la même chose, quoi. Tu vois, il y a des gens qui disent qu'il y a des écritures féminines, des écritures masculines. Bon, moi là-dessus, c'est pareil, je suis un peu partagée. Ouais. Mais je pense que tu abordes pas la création de la même façon, selon que tu es un homme ou une femme, selon que tu es quelqu'un qui est religieux ou qui a une envie spirituelle. Donc, si tu es sensible à l'actualité, par exemple, tu vas peut-être avoir quelque chose de plus engagé comme moyen d'expression. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir aussi, c'est-à-dire d'où je viens, qui je suis, en gros, et tout ce qui m'a été légué de manière inconsciente, est-ce que je le garde ou pas ? Parce qu'il y a ça aussi, c'est que quelquefois il y a des pesanteurs, il y a des choses, tu vois, si tu as été éduqué dans une famille où l'art était absolument négligé, ça n'intéressait personne, et que toi tu te mets à créer, par exemple, forcément au niveau familial ça va pas forcément être c'est pas que ça va pas être bien pris, mais peut-être que les gens qui te sont les plus proches vont absolument pas faire attention à ce que tu fais, quoi. Donc comment tu gères ça ? Comment tu gères cette espèce de contradiction qui naît entre qui tu es et ton milieu, en fin de compte ? Oui, c'est vrai. Je pense que son parcours de vie influence beaucoup le travail sur la toile. Et je pense que ça me fait penser à ce que tu dis, que les artistes que j'ai rencontrés qui ont baigné dans une famille d'artistes, musiciens, sculpteurs, enfin illustrateurs, peu importe, ils ont une forme de liberté dans leur travail qu'on ne retrouve pas toujours chez ceux qui n'ont pas eu un environnement familial comme ça. Ils sont là-dedans comme des poissons dans l'eau, quoi, en fait. Voilà. Et du coup, ces artistes-là, souvent, ils s'autorisent même à explorer différentes techniques. C'est-à-dire, ils commencent à peindre, puis au bout d'un moment, ils se disent, la peinture, c'est bon, j'ai fait le tour, maintenant je vais faire de la sculpture. Après, ils font de la gravure. Et ils passent comme ça d'un monde à l'autre très facilement, parce que ça fait partie, pour eux, ça va de soi, que quand on est artiste, on peut toucher à tout, on peut transformer tout. Et alors que quand on n'a pas eu ça, cette expérience, on se dit, oui, mais d'abord, il faut que je sois initiée, il faut que quelqu'un m'explique. On se sent peut-être pas légitime pour se lancer dans quelque chose. Donc ça vient rejoindre un peu aussi ce qui peut influencer notre liberté dans le travail. Oui, c'est sûr que les personnes qui ont grandi dans des familles d'artistes ou des familles un peu bohèmes ou des choses comme ça, on va avoir un rapport complètement différent à la création que d'autres qui viennent de familles... pas très intéressée par la culture, on va dire. Voilà. Et donc moi je voulais parler d'un artiste justement pour illustrer un peu ce propos, qui s'appelle Loïc Le Groumelec. C'est un artiste breton qui est né en 57, et j'ai eu l'occasion de voir certaines de ses œuvres à l'école des filles à Huelgoat, du temps où il exposait là-bas. Et en fait lui il est dans un rejet de toute forme de narration par l'image. Et donc ça se traduit par le fait qu'il explore le même sujet inlassablement, mais avec à chaque fois de manière différente, en fait. Et on retrouve toujours
3 formes dans ces tableaux, c'est le mégalithe, la maison et la croix. D'accord. Et il dit, ce qui m'intéresse, c'est la confrontation entre l'appartenance à la terre et l'effort pour s'élever. Alors, je ne sais pas de quel ancrage il vient, de quelle famille, mais je pense que c'est pas... Voilà, étant breton, d'une famille née en Bretagne sans doute, le mégalithe, la maison et la croix, c'est des symboles très forts qu'on croise, voilà, c'est ça, et qu'on croise à tous les virages, quoi. Ouais, ouais. Et donc, j'imagine qu'il y a quelque chose là qui le fascine et qu'il a envie d'explorer de manière quasi permanente, quoi. C'est vraiment une espèce de... Comme s'il cherchait quelque chose, je ne sais pas s'il le trouvera un jour, mais de manière vraiment ardue, et le reste ne l'intéresse pas tellement, en fin de compte. Ouais, ok, c'est intéressant ça. Ouais. C'est une démarche qui est particulière, quoi, parce que c'est vrai que moi, j'aurais beaucoup de mal à travailler tout le temps sur les mêmes sujets. Oui, moi, c'est pareil. Après, je sais qu'il y a des artistes qui vont prendre un même sujet, style un artichaut, et puis ils vont commencer par une peinture figurative de cet artichaut, et après ils vont explorer l'artichaut d'une autre manière et l'emmener vers l'abstrait pour qu'on puisse toujours reconnaître l'artichaut, mais vraiment partir sur quelque chose après de beaucoup plus épuré. Et voilà, il y a des artistes qui font ça. Moi, je pense que j'y arriverai pas. Moi, je suis obligée de sauter d'une chose à l'autre, d'un sujet à un autre, et même le plus loin possible, quoi. Voilà, je suis tout le temps dans cette dynamique-là. Après, et c'est ça, et l'ancrage, c'est aussi un moyen de trouver de l'inspiration. C'est aussi le terreau où on va trouver de l'inspiration. Et toi qui as eu quand même une vie où tu as bougé beaucoup, peut-être que dans ton art, si tu changes fréquemment, c'est lié aussi à cette habitude de changer tout à fait. de terrain de jeu régulièrement. Oui, tout à fait. Ouais. Mais après, ça peut être aussi parce que c'est le début et qu'au début, on se cherche, et que peut-être qu'une fois qu'on trouve un sujet qui nous plaît vraiment, tu vois, j'ai l'exemple de Sonal Natwani, qui est une artiste anglaise qui est basée à Vienne en ce moment. Et elle explique qu'au début, c'est pareil. Elle peignait plein de choses, des paysages, des fleurs, des portraits, vraiment. Et puis, elle faisait de l'acrylique, du pastel, enfin plein de choses. Et puis, peu à peu, elle est allée vers les fleurs. Et maintenant, elle ne fait quasiment plus que ça, en fait. D'accord. Mais c'est pareil, dans une espèce de recherche pour aller vers l'essence de la fleur, quoi, tu vois, plus que la représentation elle-même, pour aller vers pour essayer de traduire ce que ça fait, le parfum, ce que tu ressens quand tu vois des fleurs. Enfin voilà, c'est vraiment un travail en profondeur. Ouais. Et pour toi, ça se passe comment, donc cette histoire d'ancrage là moi, je pense que la nature, pour moi, joue un rôle important dans ma vie. J'en ai besoin, et donc je pense que ça se traduit souvent dans mes peintures aussi, soit par les paysages, soit par mon goût de représenter des formes végétales, par exemple, par la palette de couleurs que j'utilise aussi. Je crois que mon ancrage, il est vraiment tourné vers la nature, vers l'extérieur, vers le pays dans lequel je vis, quoi, en fin de compte, puisque je suis en France, en Bretagne, et c'est vrai qu'on a une variété de paysages qui est quand même assez intéressante, avec souvent... J'aime, tu vois, la nature, la roche, l'eau, c'est des choses qui reviennent souvent, par exemple. Après, moi, je viens pas du tout d'une famille d'artistes. Je viens d'une famille pour qui la culture, c'était pas, à part les bouquins, il n'y avait pas grand-chose, si tu veux. Moi, mes parents m'ont jamais emmenée au théâtre. On allait au cinéma une fois tous les 36 du mois, et encore tous les 36 de l'année, des années bissextiles. Et donc, je pense que j'avais une soif de ça, que je comblais beaucoup par les livres quand j'étais jeune, parce que j'avais pas accès à autre chose. Et puis après, quand j'ai pu avoir accès à d'autres choses, j'ai essayé plein de choses. J'ai fait de la musique, j'ai fait du théâtre, j'ai fait plein de choses, parce que j'avais une envie de ça, je pense. Mais voilà, mais dans la peinture, je pense que c'est surtout les éléments qui m'intéressent. Après, je dis pas que j'irai pas vers d'autres choses, en fonction de la manière dont je vais évoluer aussi, quoi. Mais pareil, hein, comme toi, je me suis aussi posé des questions sur ce que j'avais envie de faire, sur mon degré de liberté, sur l'héritage inconscient transmis justement par une famille pour qui la culture n'est pas importante. Donc comment tu fais ça ? Je peux pas dire que dans ma famille ils s'intéressent énormément à ce que je fais. Enfin, il y a certaines personnes oui, d'autres non, quoi, tu vois. Et
qui s'intéressent pas du tout. Ça leur parle pas. Ça déclenche rien chez elles, quoi. Donc, ça te dérange pas? Ça va? Bah, un peu, si, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Rien faire. Ouais. Je vais pas les amener sous la contrainte en leur disant regarde ce que j'ai fait, quoi. C'est tout, ça leur parle pas, c'est comme ça, il faut faire avec, quoi. Moi, dans mon art, en fait, peut-être la ligne conductrice dans ce que je fais, malgré le fait que j'aborde différents sujets, c'est que je suis quelqu'un qui ressent les choses. Je suis vraiment tout le temps dans le ressenti. Donc, ce que je vais représenter souvent, c'est des choses qui me touchent, si je suis en train de vivre un moment particulier, c'est souvent des choses agréables. C'est rare que je fasse une peinture sur quelque chose de désagréable. C'est tout le temps quelque chose d'agréable. Donc, si je vois quelque chose qui me fait vibrer, ou si je suis en train de vivre un moment intense, très beau, il y a forcément quelque chose devant moi, un bouquet de fleurs ou un paysage. Et j'ai envie de pas prendre une photo de cet instant avec mon appareil photo, mais de l'enregistrer dans mon cœur, et après ça ressort sur la toile. D'accord. Donc c'est vrai que des fois je commence une peinture sans réfléchir à ce que j'ai pas de sujet en tête, et au fil du temps, il y a un paysage qui émerge, et souvent ce paysage, je me dis mais en fait ce paysage, c'était l'autre jour quand j'étais en train... à tel endroit. Voilà. Et il y a un lien émotionnel entre toi et ce que tu crées, en fait. Voilà, tout à fait. Ouais. Et même dans les portraits, je vais voir une personne, ou je suis en train de regarder un film ou un documentaire, et puis une personne qui va dire quelque chose qui me touche. Et là, je me dis, en fait, ce qu'elle vient de dire, j'ai envie de représenter cette personne, pas pour la personne, mais pour ce que j'ai ressenti quand je l'ai vu, quand je l'ai entendu. Voilà, ça, c'est un peu... Alors, tu vois, en parlant d'ancrage, moi, il y a un truc, c'est un peu particulier, mais quand ma mère est décédée, j'ai récupéré certaines de ses affaires, et dans ses affaires, il y avait ses photos de mariage, en fait. Et quand on connaît la trajectoire de mes parents entre leur mariage, leur divorce et aujourd'hui, en fin de compte, et qu'on voit ces photos où ils sont jeunes et visiblement amoureux et qui se regardent avec des yeux langoureux, et quand on sait comment ça a évolué, ça par exemple, c'est quelque chose qui me fascine, en fait, cette espèce de trajectoire, et c'est peut-être une chose sur laquelle j'aurais envie de travailler un jour de manière... pas forcément qu'avec la peinture, tu vois, mais peut-être avec l'écriture, avec d'autres médiums... Et voilà, c'est le genre de choses. Donc c'est l'ancrage, c'est d'où je viens, c'est ma famille, mais avec une espèce de curiosité quand même de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça a foiré comme ça. Tu vois, et une espèce de curiosité, mais de transformer ça aussi peut-être pour ma propre mémoire, peut-être pour mon propre vécu des événements. Je sens qu'il y a quelque chose à faire là, donc c'est dans un coin de ma tête. Ça sortira peut-être un jour, peut-être pas, j'en sais rien, mais voilà, c'est typiquement ce que j'appelle l'ancrage. Ça vient de toi, quoi. Ça vient de ta culture, de ton histoire, et ça peut nourrir une démarche artistique. Il y a des personnes, par exemple, qui travaillent sur la perte de mémoire, qui travaillent sur la manière de raccommoder les souvenirs, ou comment travailler sur ces genres de choses. Tu vois, ça, c'est intéressant aussi. Oui, c'est vrai qu'on peut aussi, tout à fait travailler sur aussi... récemment, j'ai découvert une artiste qui souffre de troubles mentaux, et donc qui a vécu... des choses très difficiles dans son enfance, et en fait elle représente que ça sur ses toiles. D'accord. C'est son sujet, c'est le seul sujet. Et donc c'est très fort ce qu'elle représente, mais je ne sais pas si elle a été abusée. En tous les cas, voilà, c'est des scènes assez violente, avec des couleurs très fortes, et chaque peinture est comme ça, quoi. Il y a toujours un homme, un enfant, et c'est cathartique, quoi. Elle veut vraiment faire sortir. Donc, et elle fait que ça. Et après, je me dis aussi que pendant une vie, on peut vivre des choses différentes qui viennent influencer ce qu'on peint. C'est-à-dire que des événements peuvent provoquer des choses en nous. On commence à se poser des questions sur
pourquoi on est là, par Oui, exemple, oui, enfin, oui. sur des grands Oui, ou questionnements pourquoi on a comme fait, des petits questionnements. pourquoi on a fait ses choix, pourquoi Oui. on s'est marié, on a eu des enfants ou pas d'enfants, pourquoi on a travaillé à tel Ouais, endroit. ouais. Et c'est des questions auxquelles on ne peut pas forcément trouver une réponse précise, Mm. mais à travers l'art, on explore Ouais. cette question et Ouais. on recherche des réponses. Oui, 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 oui. Voilà. Une forme d'explication, quoi, en Ouais, fin de compte. ouais. Ouais. Et du coup, le troisième élément, moi, que j'avais trouvé, c'était l'osmose, en fait. Parce qu'il y a l'ancrage, donc c'est notre expérience et d'où on vient, notre histoire. Et l'osmose, ce serait plus dans quoi on baigne aujourd'hui. Dans quelle culture on baigne aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, artiste aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à artiste il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 150 ans, ou dans 50 ans. Ouais. Donc, par exemple, les réseaux sociaux, Internet, ça a considérablement changer notre façon de travailler. Ça nous permet aussi d'avoir accès au travail de beaucoup d'artistes, mais ça peut aussi nous influencer. Donc c'est difficile de tracer sa route si on est tout le temps dans l'influence d'autres personnes. Il y a la mode, il y a les couleurs, il y a la manière dont l'art est perçu dans la société aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui est important ou pas? Donc, et de là va découler l'idée de savoir si on fait quelque chose d'important ou pas. Et ça, je pense que c'est aussi une chose dont il faut être enfin, qu'il faut amener à la conscience, parce qu'on est vraiment des êtres poreux. Je crois que les gens qui aiment créer et qui sont artistes sont des personnes poreuses qui absorbent plein de choses, mais cette absorption, elle peut être inconsciente, et donc c'est important de se poser des questions et de se dire, qu'est-ce que je prends de tout ce qui est autour de moi, et qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce que je rejette, ou quand est-ce que je fais une pause, quand est-ce que je prends du temps pour moi, tu vois. Oui. Et puis, je pense qu'à partir du moment où on commence à exposer son travail aussi, on a des retours. Ouais. Oui. Et si on expose, normalement, si on expose, c'est déjà pour partager notre travail, c'est aussi pour vendre notre travail souvent. Et c'est vrai que si le retour est un retour d'incompréhension du travail, par exemple, ou alors de forte admiration, ça va aussi influencer. Bien sûr, ouais, voilà, parce que des fois, on croit qu'une peinture, on se dit, voilà, celle-là, franchement, là, je pense que j'ai vraiment fait un chef-d'œuvre. On l'expose très fièrement, on se dit, je suis sûre que celle-ci va plaire. Et au final, on se rend compte que le retour n'est pas du tout celui attendu. Et on se rend compte qu'en fait, le travail qu'on pensait être exceptionnel n'est pas apprécié. Et ça bien sûr, ouais, ça peut aussi être... Ça peut vraiment influencer notre travail. Oui, ça peut te couper l'envie de continuer. Ça peut te questionner en tant qu'artiste, en te disant... tout à fait. Ouais. Voilà, et c'est pour ça qu'il faut être conscient aussi de ça, parce que ça va te permettre de mettre une certaine distance entre toi et l'environnement dans lequel tu baignes, et de voir que la critique de quelqu'un, c'est qu'un avis particulier, c'est pas un avis global, que l'avis des gens, peut-être, c'est pas tellement important pour toi dans le fond. Enfin, tu vois, ça te permet d'éloigner un peu c'est quelque chose qui pourrait te faire une pression, en fin de compte. Et puis l'inverse est aussi vrai, hein. Moi, j'ai exposé récemment, et c'est vrai que une personne qui est venue me voir et qui m'a dit ton fort, c'est vraiment dans ces types de peintures-là. Enfin, j'aime beaucoup ce que tu as fait sur ces peintures-là, j'aime pas ce que tu as fait sur les autres peintures. Donc, les gens aussi sont assez... cash dans leur critique. Moi, ça me fait toujours sourire un peu. Je suis assez hermétique à ce genre de choses, mais je me suis dit, en fait, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce qu'il y a une part de vérité dans ce qu'il dit? Est-ce que effectivement, il faudrait peut-être que j'aille explorer, que j'aille un peu plus loin dans ma recherche dans mon art? Est-ce qu'il faudrait peut-être que je continue plus sur ce genre de peinture et un peu laisser de côté les autres peintures qui sont dans un style différent? Et j'ai pas trouvé encore la réponse, mais voilà, je trouve que c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Après, il faut voir si ce que la personne dit trouve un écho de vérité en toi ou pas. Exactement. C'est ça surtout. Ouais. Parce qu'une critique, même un peu dure, peut aussi être très instructive. Donc c'est pour ça que c'est important de l'écouter au moins.
parce que quelquefois, moi je me rappelle d'un moment, c'était au début où j'avais exposé, et c'est vrai qu'au niveau des couleurs, franchement, j'avais beaucoup à apprendre. Et il y a un artiste qui est venu voir mon expo et qui me l'a dit, bon, pas de manière désagréable, mais voilà, et j'ai entendu ce qu'il m'a dit. Sur le moment, la pilule est un peu amère, t'as pas trop envie de l'avaler, mais quand même, et tu te dis, mais c'est vrai, il a raison en fin de compte. Et donc, ça t'amène aussi à retravailler certaines choses, parce qu'on ne sait pas tout, parce qu'on a aussi une grosse marge de progression. Ouais. Et ça, il faut aussi s'en rappeler. Moi, je pars du principe qu'on peut tout dire si c'est fait de manière bienveillante. Et si on est quelqu'un qui a plus d'expérience et qu'on est avec quelqu'un qui connaît pas bien la manière de créer ses couleurs, par exemple, ou la composition, les choses comme ça, si on formule une critique, mais de manière bienveillante, eh ben, ça peut être très utile, et il faut réussir à le prendre bien, quoi, en fin de compte. Ouais. Et je pense que les échanges en vrai, comme ça, quand on est face à une autre personne, sont très enrichissants. Ouais. Et tout à l'heure, tu parlais des réseaux sociaux. Et là, je me dis, par contre, par rapport aux réseaux sociaux, c'est là où il faut faire très attention et filtrer le feedback qu'on reçoit. Parce que moi, j'ai remarqué, par exemple, des choses que j'ai postées sur les réseaux sociaux, qui ont eu énormément de succès sur les réseaux sociaux. Et après, dans la vraie vie, on va dire, oui. Le retour était complètement différent. Ouais. Et là, je me pose toujours la question, pourquoi ce décalage ? Et puis, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on voit une image. C'est une photo d'une peinture. Donc, c'est pas la même chose que de voir la peinture en vrai. Ouais. Et c'est vrai que je pense aussi qu'il y a une difficulté à formuler une critique. Je pense il y a beaucoup de gens qui ont peur de dire vraiment ce qu'ils pensent, parce qu'ils ont peur de froisser, ils ont peur d'être désagréables, que ce soit mal reçu. Donc ça va être beaucoup plus facile de dire super, j'aime beaucoup, même si c'est pas vrai, et d'autant plus si on est derrière un écran et qu'on peut pas voir les visages et on peut pas voir les expressions. Les réseaux sociaux sont un peu faits pour ça aussi. T'as un cœur, tu dis j'aime, tu vois, c'est un peu fait pour ça aussi. Donc ça entretient ce mouvement-là, et c'est la même chose qui se passe quand tu écris un texte et que tu le fais lire à des amis. En fait, si la critique vient de personnes qui ne sont pas de la partie, et je dis pas qu'elle peut pas être sincère, mais elle va pas forcément être très utile en fin de compte. Et ce qui compte, c'est ce qui va venir de personnes qui sont dans ton domaine, qui sont un peu plus avancés que toi, qui ont un peu plus de bouteilles, et qui là vont pouvoir formuler des choses qui vont t'aider en fin de compte. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux aujourd'hui, je pense que c'est très trompeur. Parce que voilà, on a le clic facile, quoi. Oui, c'est presque un automatisme des fois de faire like, on aime bien la personne et puis on fait like même sans passer trop de temps à regarder ce qu'elles ont publié. Donc c'est pas forcément un avis utile. Voilà, on va dire ça. Mais ça a une influence sur ce que tu vis aussi, et sur la manière dont si tu n'as pas pris un peu de recul par rapport à ça, tu vas être très dépendant. Par exemple, il y a des personnes qui passent énormément de temps sur Instagram, qui postent un truc, qui regardent tout de suite s'il y a du like ou pas, s'il y a des commentaires, leur nombre d'abonnés, enfin c'est des choses hyper importantes, donc voilà, s'il n'y a pas une réflexion qui est menée par rapport à ça, tu peux vite tomber dans une spirale qui va pas être très bonne pour ton mental et pour ta santé et pour tout ça, quoi. Ouais. Et en reparlant d'osmose, après je me disais, en tant qu'artiste aussi, on se doit aussi de regarder un peu ce qui se passe autour de soi. Oui. Et de voir comment on veut peut-être intégrer quelque chose qui est extérieur à nous dans notre travail. On peut s'inspirer du travail d'autres peintres. Oui, moi je trouve que c'est bien de s'inspirer des autres pour apprendre, notamment. Voilà, pour se dire, tiens, j'aime bien ce qu'il a fait, comment il a fait. Ça, je trouve que c'est une bonne chose. Oui, et moi, l'exercice que je fais souvent, c'est que je vais chercher des photos de peintures d'artistes qui me plaisent. Et après, je passe du temps à réfléchir pourquoi ces peintures me plaisent. Qu'est-ce qui fait que cette peinture me plaît plus qu'une autre ? Voilà, et c'est vrai que quand on fait cet exercice et qu'on réfléchit vraiment, on va découvrir que c'est la composition, c'est
le choix des couleurs, c'est le style, c'est la manière d'utiliser l'abstraction. Enfin, voilà, Oui, ça peut être même ce que ça nous fait ressentir, aussi, ou un souvenir vers lequel ça nous ramène. Enfin, voilà. des fois, c'est... Et quand on trouve ça, on se dit, est-ce que moi, je peux prendre cet élément-là et peut-être l'utiliser dans mes peintures. Et ça, je pense, ça aide beaucoup à évoluer et à sortir un peu de son carcan, justement. Parce que des fois, on reste un peu bloqué dans notre style. Ouais. On peut tourner en rond un peu. Ouais. Et puis on reste un peu dans notre zone de confort. Et puis si on se dit, en fait, cet artiste, il utilise une palette que moi, j'ai pas l'habitude d'utiliser, mais je vais essayer. Et du coup, on peut faire des belles découvertes. Bien sûr, oui, c'est un très bon moyen d'exploration. Oui, et puis il y a un autre élément peut-être qu'on pourrait évoquer, c'est que dans l'action volontaire de représenter quelque chose sur la toile, parfois on se heurte à la matière. Oui. Et donc, on a beau essayer, on a beau... mettre toute notre bonne volonté et passer des heures sur une toile et on n'arrive pas à atteindre le résultat souhaité. Et donc là, on se pose la question, mais pourquoi j'y arrive pas ? Qu'est-ce qui est en train de me résister ? Et moi, ça m'arrive, je ne sais pas toi, mais moi, ça m'arrive. Oui. Et là, quand ça m'arrive, des fois, je me dis, mais en fait, cette résistance, elle vient d'où ? Est-ce que c'est moi ? Est-ce que je ne suis pas dans le bon état d'esprit ? Est-ce que c'est parce que j'ai pas fait le bon choix de matériel avec lequel travailler ? Et parfois même, je me dis, est-ce que ce morceau de bois sur lequel je m'acharne depuis des jours est maudit ? Simplement, ce morceau de bois, c'est pas le bon morceau. Si je suis sûre que si je change, mais sur un autre morceau de bois, ça passera mieux. Des fois, je me pose la question. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui aussi vient influencer... Mais qui peut être aussi une histoire d'alignement entre justement qui tu es et ce que tu essayes d'exprimer sur la toile à ce moment-là. Et qui est peut-être pas exactement, t'es peut-être pas exactement dans ce que tu voudrais faire, ou peut-être qu'il y a une espèce de lutte entre le mental qui veut quelque chose et l'émotionnel ou le cœur qui veut autre chose, tu vois. Et le blocage peut venir aussi de quelque chose comme ça, parce que t'es pas dans le vrai de qui tu es, en fait. Ton mental veut absolument représenter telle chose, et en fin de compte, peut-être que ça n'a pas tant de signification pour toi, ou que c'est pas exactement ça que tu voulais faire. Enfin, je sais pas. Après, ça peut aussi être des choses comme ça. Souvent, je pense que quand il y a des choses qui résistent comme ça, c'est une histoire d'alignement entre soi et le monde extérieur, ou la matière, ou les choses comme ça, quoi. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Une chose qui m'a sauvée parfois, c'était de laisser le hasard faire les choses. Et donc, c'est du coup partir dans une autre direction, c'est se dire, ok, ça ne veut pas aller là où je veux, donc je vais prendre une couleur qui n'a rien à voir. C'est ça, avoir un choix un peu radical et changer la donne. Je la mets sur le support et je vais gicler de l'eau dessus, par exemple. Je vais voir les gouttes, où est-ce qu'elles vont voyager sur le support, et peut-être ça va débloquer. En tous les cas, faire quelque chose qui un peu sort de l'ordinaire et laisser peut-être la matière elle-même bouger sur le support, pour ensuite débloquer la situation, m'inspirer pour aller dans une autre direction, trouver une voie d'issue. Oui. Et en t'entendant parler, je me dis ça peut être aussi parce qu'on est dans une trop grande volonté de contrôle du résultat, en fin de compte. Et ça peut être aussi parce qu'on s'ennuie. Tu vois, ça peut être aussi parce qu'on a perdu le jeu, on a perdu l'allant qu'on avait au début de la toile, on est peut-être resté trop longtemps dans le travail, trop d'heures. C'est possible, Et on en a marre, et on ne sait plus vers quoi aller. Et dans ces cas-là, je crois qu'on peut aussi ranger ses affaires, faire une pause, remettre la toile dans un coin, et puis la reprendre plus tard. Quelquefois, simplement lui faire un quart de tour, ou la mettre à l'envers, ça permet de la voir autrement aussi. Ça peut être des choses qui permettent de débloquer certaines situations. Mais c'est vrai que je crois qu'il faut... Alors, c'est ça qui est dur, c'est que quand on est en mode de création, on est complètement concentré sur la toile, et on a du mal à s'écouter. Et donc, les signaux de fatigue, de lassitude, d'ennui, on les entend peut-être pas. C'est vrai. Et que, du coup, quand ça bloque, il faut peut-être que ça nous renvoie à ça, en fait. Il faut peut-être apprendre à revenir vers soi et à se dire, bon, peut-être que là, j'en ai marre.
tout simplement. Temps d'aller sortir et faire un tour. Ouais, c'est ça. Oui, non, mais c'est vrai. Hein. Oui, moi je fais ça régulièrement. Oui. C'est vrai que c'est très aidant. Oui. C'est vrai que il suffit juste de s'éloigner de sa toile, même sortir de la pièce complètement. Moi, je sors complètement de l'atelier, je vais dehors dans le jardin. Je regarde les petits oiseaux, les fleurs, et je pense à autre chose. Et c'est vrai que quand je reviens, souvent, même au bout de juste 5 minutes, mon regard est complètement différent. Ce qui peut arriver, c'est que ce que je pensais était bien, tout d'un coup, je le trouve pas bien, et l'inverse aussi est vrai. Donc c'est fou, quoi. Prendre la distance est super important. Ouais. Oui, et puis des fois, tu t'arrives dans l'atelier le matin et tu fais... J'ai pas envie, quoi. Tu te rends compte que t'es pas dans le bon état d'esprit, t'as pas envie, et dans ces cas-là, vaut mieux faire demi-tour et aller faire carrément autre chose et laisser ton corps, ton esprit se reposer et pas être là-dedans, quoi. Mais vraiment, moi, il y a des fois, et à chaque fois que je me suis pas écoutée, je l'ai regretté. Je l'ai regretté parce que tu travailles sur des choses qui sont en cours, tu les gâches complètement. Ou alors t'essayes, mais alors t'es pas inspiré du tout, et c'est vraiment, mais c'est même pas moche, c'est au-delà du moche, quoi. Ça veut rien dire, si tu veux, c'est t'es pas dedans, quoi. Et ça, je crois que c'est important de s'écouter, de pas se forcer aussi. Alors il y a des discours comme quoi il faudrait créer tous les jours. Là, je crois que il faut vraiment que on s'écoute, et moi je sais qu'il y a des semaines je crée rien du tout, parce que je fais autre chose, parce que je suis accaparée par d'autres trucs, parce qu'il y a mon fils qui est de passage et du coup j'ai envie de passer du temps avec lui, et voilà. Et c'est vrai que quelquefois je peux en ressentir de la culpabilité, puis après je me dis mais non, t'as fait autre chose, c'est très bien. Personne t'oblige, il y a pas de... Voilà, la liberté elle est là aussi, dans le fait de le faire ou pas, quoi. Et puis comme c'est notre vie qui influence notre art, on a besoin de vivre. Exactement, oui, c'est ça, mais ça nourrit le reste, quoi. Et si on se prive de vie, on s'étiole et on n'a plus grand chose à dire après, quoi. Et je pense qu'on en avait déjà parlé, mais c'est vraiment cyclique aussi. Il y a des périodes où on n'est pas dedans, on n'est pas inspiré, on n'a pas d'envie, on n'a pas de sujet particulier, et puis des fois c'est bien de faire une longue pause, en fait. C'est bien de faire une longue pause. Est-ce qu'on a fait le tour de notre sujet ? Je pense qu'il y a probablement plein d'autres choses à dire sur ce sujet. Comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose, c'est une question à laquelle certains artistes ne trouvent pas de réponse. Même en regardant leur propre travail, ils ont du mal à expliquer qu'est-ce qu'ils mettent de soi sur leur toile. Et c'est peut-être au regard, c'est peut-être les autres qui doivent trouver aussi, mais je pense qu'il y a toujours un fil conducteur, même s'il n'est pas toujours conscient, même s'il n'est pas toujours perceptible. T'arrives quand même avec qui tu es, avec ta personnalité devant la toile, Oui, après c'est vrai que les artistes qui m'ont répondu qu'ils ne savaient pas, souvent ce sont des artistes qui sont très axés sur la technique. C'est-à-dire que c'est la technique qui les guide. D'accord, Donc, ils ne cherchent pas à exprimer quelque chose d'eux-mêmes, enfin. Voilà, c'est vraiment explorer la technique elle-même et de voir jusqu'où ils peuvent aller avec. C'est ça. Voilà, donc ça, c'est un autre choix, c'est une autre manière d'aborder les choses. Voilà, exactement. Qui est peut-être aussi moins... Tu t'engages moins, c'est peut-être moins risqué. Oui, peut-être, Parce que justement, si tu retiens qui tu es et que tu ne le mets pas sur la toile, tu prends pas de risque. Hein. C'est un risque aussi de s'exposer, de dire qui on est sur la toile. Bon, alors après, il y a des sujets qui sont plus ou moins polémiques, comme on le disait au début, mais voilà, je pense que c'est peut-être ne pas chercher à mettre quelque chose de toi, ça dit quelque chose de toi aussi, quoi. Peut-être, On va terminer là-dessus. On arrête. Alors, Sabina, tu nous avais dit que tu allais exposer dans un salon des arts. Donc, le salon s'est terminé hier. Tu as décroché tes toiles. Et est-ce que tu veux nous parler un peu de ton expérience et nous faire un petit retour ? Oui, alors c'était mon premier salon. Donc, j'étais très contente d'y participer. Et ça a été une très, très belle expérience et je dirais même aventure humaine. Il y avait combien d'exposants ? Alors, on était 34. D'accord. Donc, un salon relativement grand. On a eu beaucoup de passages.
C'était des journées longues et je me suis rendu compte que ce sont des événements fatigants. C'est très fatigant d'être là toute la journée, disponible. Ouais. Et j'avais juste envie de dire que voilà, moi je l'ai très bien vécu. J'ai trouvé que c'était une expérience à faire et à refaire. Et pour ceux qui ne l'ont jamais fait, je pense que ça vaut la peine de le faire au moins une fois. Rencontrer d'autres artistes. Oui. Donc là, on avait toutes sortes d'artistes. On avait des peintres, des sculpteurs, des gravistes, voilà, des personnes qui travaillaient sur verre. Donc voilà, différentes techniques, des styles complètement différents, des âges différents, des gens qui venaient d'ailleurs. Donc du coup, ça permet, dans un endroit concentré, d'être exposé à plein de choses. Et puis les échanges sont très riches parce qu'il y a des temps morts pendant un salon, pendant les heures des repas, il y a moins de monde, le public n'est pas là, donc on discute entre nous. Et j'ai trouvé ces échanges vraiment très, très enrichissants. Le retour du public sur mon travail en particulier. Oui, alors tu as eu des expériences... Oui, j'ai eu des expériences qui m'ont surprise parce que, par exemple, j'ai eu une peinture qui était vraiment un sujet de débat tout au long du salon, du début à la fin, déjà entre les artistes, mais aussi vis-à-vis du public. Et qu'est-ce que ça représentait ? Alors, c'est une peinture de tulipes. D'accord. Elle est sur mon site internet et vous pouvez la voir aussi sur Instagram, voilà. Et moi, je l'adore, cette peinture. Ma famille m'a dit, non, il faut absolument que tu exposes cette peinture, tu vas voir, elle va plaire. Bon, alors, le résultat est qu'en fait, j'ai eu des personnes qui m'ont dit, j'aime tout ce que vous faites, sauf les tulipes. D'accord. Voilà. Et j'ai eu des personnes qui m'ont dit l'opposé. J'aime les tulipes, mais pas le reste. Ah, carrément. Carrément. C'est étonnant qu'un tableau avec des tulipes engendre ce genre de réaction un peu viscérale comme ça. Oui, tout à fait. Et j'ai même eu des artistes qui m'ont dit, mais pourquoi tu as exposé ces tulipes ? Elles n'ont rien à faire là. Donc c'était vraiment, ceux qui ne l'aimaient pas, c'était épidermique et ils se sentaient vraiment obligés de me dire que c'était pas bien, que c'était nul, que c'était une peinture qui ne me représentait pas. Sa place. Ah ouais. Voilà. Et en fait, j'ai trouvé ça étonnant parce qu'en plus c'est des gens qui me connaissent pas, mais mais qui se sont permis de me faire. C'était assez virulent par moments. Bon, j'ai trouvé ça drôle dans l'ensemble, mais ça m'a. Oui, puis en plus, ça se contrebalançait, les pour et les contre. Donc, tout le monde n'était pas contre. Donc, mais c'est vrai que j'ai eu aussi des grands coups de cœur, des gens qui sont restés en extase et puis qui m'ont dit, mais j'adore, c'est super. Donc, voilà, je me suis dit, il faudrait que j'en fasse plus. Oui, mais comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir un sujet très particulier pour que ça déclenche la polémique, en fait. Des tulipes, ça suffit à... Exactement. à déclencher la querelle. Voilà. D'accord. Donc, voilà, très belle expérience. Malheureusement, c'était la dernière édition de ce salon. Oui, c'est dommage, ça. Voilà, c'est dommage. Et puis, je pense qu'il y a des personnes qui sont en train de voir pour répéter l'expérience l'année prochaine, donc peut-être de nouvelles personnes reprendre en main le salon pour continuer à le faire vivre. On a besoin de choses comme ça pour exposer, parce que c'est vrai que quand tu es un artiste et que tu n'as pas d'atelier visitable de la rue, tu n'as pas pignon sur rue, pour montrer ton travail, il faut des événements comme ça, sinon c'est difficile. Hein. Il y a des lieux d'expo, mais enfin il n'y en a pas tant que ça. Non. Donc c'est bien que ça existe, quoi. Donc il faut encourager ça. Oui, et la salle est vraiment extraordinaire. Il y a plein de places pour se garer, donc elle est facilement accessible. Oui, ça, c'est important. Voilà, et c'est dans un endroit vraiment chouette. Donc voilà, j'espère qu'on pourra le faire l'année prochaine. Peut-être ensemble. Oui, peut-être, avec plaisir. Voilà. Et toi, Gwenaëlle, qu'est-ce que tu as envie de partager ? Cette semaine, j'ai fait diverses choses, mais je suis en train de chercher une salle, en fait, pour pouvoir continuer mes stages, une salle ou des salles. Puisque jusqu'à maintenant je proposais des stages dans les monts d'Arrée, dans mon atelier, mais mon atelier est vraiment petit et au-delà de 4 personnes c'était plus possible, mais bon, pour moi 4 personnes c'est pas rentable non plus de faire des stages avec si peu de monde, donc c'était bien pour commencer, mais là je suis en train de chercher une salle ailleurs, dans les monts d'Arrée ou ailleurs. Et c'est pas évident parce qu'en fait les mairies ont l'habitude de travailler avec les associations, c'est souvent les mairies qui ont des salles avec des associations, et moi je suis pas une association et du coup ça bloque un peu.
Donc, s'il y a des personnes qui écoutent, qui connaissent des lieux où il y a des salles qui pourraient accueillir des stages de peinture, parce que moi, mon idée, c'était de continuer la formule que j'ai faite l'année dernière, c'était un stage par mois, avec un groupe de 3 stages, en fait, sur un sujet en particulier. Donc, l'année dernière, c'était 3 séances sur le sketchbook, 3 séances sur le travail en série, par exemple. Donc, je pourrais continuer comme ça, mais après, moi, je suis ouverte à d'autres manières de fonctionner. Ok. Et au niveau de la taille de la salle, il faudrait que je puisse accueillir au moins entre 6 et 10 personnes, quoi, tu vois. Donc, il faut quand même un peu d'espace. Ouais. Et dans quel secteur, plus précisément? Soit le centre-Bretagne, soit Douarnenez et les alentours. Après, moi, je peux bouger, hein, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que c'est pas facile déjà de trouver les contacts à qui on va proposer ça. Ouais. Et puis, je te dis, le fait de pas être une association, ça bloque, en fait. Donc, il va falloir en créer une, alors. Il va falloir en créer une. On en reparlera peut-être. Oui. On va y réfléchir tout doucement, gentiment. L'été arrive, ça va être bientôt les vacances. On va pas se... Ouais. Mais c'est vrai que oui, effectivement, c'est vrai que ça, en France, en tout cas, ça permet de créer un conteneur, on va dire, dans lequel tu peux organiser divers événements, où tu peux rassembler des gens, où tu as une existence légale en fin de compte, même si moi en tant qu'artiste j'ai une existence légale puisque je suis déclarée à la Maison des artistes et voilà, mais les gens n'ont pas forcément l'habitude de travailler comme ça, et du coup quand tu arrives en proposant quelque chose de différent, ils te disent non sans même avoir réfléchi la plupart du temps parce qu'ils n'ont pas l'habitude tout simplement. Donc ça c'est un petit peu dommage. Donc voilà, appel sur les ondes s'il y a des personnes qui connaissent des gens qui ont des salles, des mairies, des associations, des choses comme ça. Oui, et puis te contacter directement. Oui, via le podcast. Hein, je crois qu'on a fait le tour. Et puis on va remercier toutes les personnes qui nous écoutent fidèlement, régulièrement, qui nous font des retours, qui font passer, qui utilisent le bouche à oreille aussi pour conseiller à leurs amis, à leurs relations de nous écouter. Et puis toi, tu as réussi aussi à donner l'information pendant cette exposition justement à pas mal de personnes. Oui, les cartes de visite sont parties très très vite. Et puis j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit « je me suis abonnée au podcast, c'est super, c'est quand le prochain épisode ?» Donc il arrive, voilà. Voilà, il arrive. et voilà, si vous voulez nous aider, c'est en nous permettant de rayonner davantage, de toucher davantage de monde. Ça, c'est quelque chose qui nous aide beaucoup. Et donc, voilà. Merci à tous nos chers auditeurs. Et puis, à la prochaine fois. À la prochaine. À bientôt, Sabina. À bientôt, Gwenaëlle. Ciao.